Elle disait toujours que la mémoire n'est pas un refuge, mais une épreuve que l'on traverse seul. À 78 ans, Marianne Faithfull ne cherche plus à paraître forte. Elle cherche à être vraie. La fragilité qu'elle a longtemps cachée est devenue aujourd'hui sa seule manière honnête de raconter ce qu'elle a tu. Et quand elle prononce ces mots, je crois que je peux enfin le dire. On comprend qu'elle n'est plus dans le récit public, mais dans un aveu intime. Car son histoire avec Mick Jagger n'a jamais été un simple chapitre rock'n'roll qu'on feuillette avec légèreté. Elle fut une trajectoire, une ascension, une chute, et surtout une blessure que ni le temps, ni la célébrité, ni la légende des Stones n'ont réussi à refermer complètement. Pendant des décennies, elle a laissé les autres parler à sa place. Les critiques, les tabloïds, les biographes, les fans. Elle, non. Je ne voulais pas nourrir le mythe, confie-t-elle aujourd'hui. Je voulais juste survivre. C'est peut-être pour cela que sa parole, maintenant, a un autre poids, parce qu'elle ne cherche plus à corriger l'histoire, mais à reprendre son histoire. Entre elle et Mick, il y eut l'amour, la fascination, les excès, les silences et cette rupture brutale dont personne, à l'époque, n'a vraiment compris la violence. Elle non plus d'ailleurs. Elle raconte qu'elle a passé des années à ramasser des morceaux d'elle-même, sans savoir lesquels appartenaient à la femme et lesquels appartenaient à la légende. Aujourd'hui, elle parle parce qu'elle sait que le non-dit finit toujours par ronger plus fort que la douleur elle-même. Elle parle parce qu'elle a survécu à ce que beaucoup pensaient être une fin. Elle parle parce que l'âge lui a offert une liberté nouvelle, celle de ne plus protéger les souvenirs, mais de les libérer. Et surtout, elle parle parce qu'il y a une vérité qu'elle n'a jamais révélée, ce qui s'est réellement brisé en elle le jour où tout s'est arrêté. « Il m'a laissé seule dans un moment où je ne pouvais plus tenir debout », murmure-t-elle. Pas de colère dans la voix, plutôt une fatigue ancienne, comme un poids qu'elle porte depuis trop longtemps. Ce n'est pas une vengeance, ni une revanche, c'est une éclaircie tardive, un espace où elle peut enfin respirer. Mais alors, que reste-t-il de cette relation que le monde entier croyait connaître? Que s'est-il passé réellement entre l'icône des Stones et la jeune femme qui l'a entraînée dans un tourbillon plus grand qu'eux? Et surtout, pourquoi Marianne Faithfull choisit-elle de briser le silence maintenant, après plus d'un demi-siècle de secret? Elle dit que rien ne la préparait à ce qu'elle allait vivre. Pas à 17 ans, pas avec cette innocence qui, à Londres, au milieu des années 60, ressemblait à une faiblesse plus qu'à une qualité. Marianne Faithfull se souvenait d'une jeune fille encore hésitante, curieuse, mais fragile, flottant entre sa passion naissante pour la musique et la sensation d'être précipitée dans un monde trop vaste pour elle. « Je n'étais pas prête », confie-t-elle, « mais personne n'est prêt à rencontrer quelqu'un comme Mick. » Leur première rencontre n'a rien d'un conte. Pas de révélation instantanée, pas de destinée écrite d'avance. Juste une soirée londonienne, pleine de monde, où les conversations se superposent et où les regards se cherchent sans vraiment se trouver. Elle était là parce que son premier succès, As Tears Go By, venait de lui offrir un ticket d'entrée dans ce cercle bouillonnant où la jeunesse britannique redessinait la culture. Lui, déjà au cœur du cyclone médiatique, avançait avec une certitude presque arrogante que seules les stars trop rapides pour leur propre vie possèdent. « Il m'a regardé, mais comme si j'étais une énigme, pas une chanteuse connue, pas une admiratrice de plus », raconte Marianne. Ce regard-là, elle ne l'a jamais oublié. C'était moins un intérêt amoureux qu'une reconnaissance brutale. Il avait vu en une seconde la fissure qu'elle essayait de dissimuler. Il avait compris qu'elle était impressionnable, sensible, presque trop pure pour ce monde qui consommait les jeunes artistes comme des étincelles. Dans son récit, elle insiste sur ce premier échange, presque insignifiant, mais fondateur. Une conversation rapide, quelques phrases banales, mais une intensité étrange, presque intrusive. Mick Jagger avait cette façon de parler qui donnait l'impression qu'il savait déjà ce que l'autre allait répondre. Il avait cette assurance qui me désarmait, dit-elle. Et il n'avait même pas besoin de sourire pour séduire. Il suffisait qu'il soit là. La London Underground Culture vibrait autour d'eux. Clubs en fumée, artistes en explosion, managers ambitieux, photographes affamés d'images nouvelles. Marianne, encore instable, cherchait sa place. Mick, lui, occupait déjà la sienne. Leur rencontre n'a pas été un coup de foudre, mais un glissement progressif,
comme si chacun remplissait un espace que l'autre ne savait pas encore nommer. Les jours suivants, elle le croisait sans le chercher, toujours dans des endroits où les trajectoires des jeunes stars semblaient s'entrelacer sans logique. Parfois une soirée privée, parfois un studio où elle venait enregistrer et où lui passait par hasard. Et chaque fois, cette impression troublante. Il s'approchait, mais seulement dans la mesure où elle reculait. Il l'observait avec une distance calculée, comme un homme habitué à garder le contrôle, même dans le désir. C'est seulement lorsque Brian Jones, déjà en tension avec le groupe, fit une remarque acerbe sur la petite blonde qui chante comme un ange, que Marianne comprit que Mick l'avait remarqué davantage qu'il ne le laissait paraître. Quelques heures plus tard, il s'était approché d'elle, calmement, presque doucement. « Tu ne devrais pas écouter Brian, il parle trop. Moi, j'aimerais t'entendre davantage. » Cette phrase, elle la répète encore aujourd'hui, comme un mélange de charme et de présage. Parce qu'à travers ces mots, il y avait une intention, mais aussi un glissement subtil vers une relation asymétrique. Lui en éducateur charismatique, elle en élève fascinée. Le début fut d'une douceur trompeuse. Quelques rendez-vous discrets, des conversations qui semblaient profondes simplement parce qu'elles étaient nouvelles pour elle. Mick savait parler aux blessures, pas aux vanités. Et Marianne, déjà fragilisée par l'école catholique, par un foyer compliqué et par la soudaineté de son succès, trouva en lui un refuge dangereux, mais un refuge quand même. Ce que la presse romantisera plus tard comme une idylle légendaire commençait en réalité dans une atmosphère de déséquilibre latent. Elle dit « Je ne savais pas que je glissais vers quelque chose qui allait me dépasser. » Et pourtant, à ce moment-là, elle voulait croire que tout était possible. Elle croyait à la musique, à la liberté, à la passion. Elle croyait surtout en lui. Elle n'avait aucune idée qu'en marchant vers Mick Jagger, elle marchait aussi vers la partie la plus lumineuse, mais aussi la plus sombre de sa vie. Elle raconte ces années-là avec une voix qui tremble légèrement, non pas de nostalgie, mais de lucidité. C'était brillant et dangereux, dit Marianne Faithfull. Pour elle, comme pour Mick Jagger, la fin des 60 représentait un sommet vertigineux. Succès, ruptures artistiques, scandales, réinvention permanente. Mais à ce sommet, l'air était trop fin pour respirer longtemps. En 1967-1968, les Rolling Stones étaient devenus plus que des musiciens. Un phénomène culturel, un mouvement, parfois même une menace pour l'ordre établi. Marianne entrait avec eux dans une sphère où tout semblait possible, mais où rien n'était stable. On la voyait à leur côté dans les soirées privées, sur les photos des magazines, sur les marches des hôtels londoniens. Elle n'avait que 20 ans, mais déjà, elle appartenait à cette constellation de jeunes artistes qui ne vivaient plus vraiment au rythme du monde réel. Il y avait chez Mick une énergie qui n'appartenait à personne d'autre. Ce mélange de contrôle absolu et de chaos calculé, ce charisme brutal qui attirait autant qu'il effrayait. Il n'entrait jamais dans une pièce comme un homme normal, raconte-t-elle. Il entrait comme si le monde devait changer de direction pour lui laisser passer. Cette assurance, Marianne y a cru, puis elle s'y est accrochée, jusqu'à en oublier ses propres contours. Durant cette période, leur couple devenait un symbole. Un couple photogénique, jeune, séduisant, insoumis. Les magazines titraient sur « L'amour sulfureux » entre la chanteuse et le leader des Stones. Les photographes les attendaient devant les clubs. Et la presse britannique écrivait chaque semaine une nouvelle rumeur. On parlait d'eux comme d'une génération qui brûlait tout, émotion, nuit, avenir. Mais en coulisses, la créativité de Marianne explosait. Elle commençait à écrire, à composer, à collaborer avec des musiciens qui voyaient en elle bien plus qu'une muse. Dans les interviews de l'époque, elle apparaissait vive, ironique, intelligente. Pourtant, la société ne voulait voir en elle qu'une figure décorative du rock britannique, un rôle qu'elle refusait intérieurement mais que la machine médiatique lui imposait. Pendant ce temps, Mick enchaînait les tournées, les sessions d'enregistrement, les apparitions publiques. Les Stones sortaient Beggar's Banquet, puis Let It Bleed, et chaque nouvel album renforçait leur statut de géants mondiaux. Pour Marianne, partager la vie d'un homme devenu un mythe vivant signifiait accepter de s'effacer parfois derrière la légende. « Je n'ai jamais cherché à lui voler la lumière, dit-elle. Mais je ne savais pas que je la perdrais aussi vite. Les soirées, les fêtes, les excès,
Tout cela faisait partie du décor. Une époque où la limite entre la fête et la fuite devenait floue. Autour d'eux, les amitiés étaient intenses mais instables. Brian Jones, déjà en train de sombrer, Keith Richards, aussi génial que destructeur, Anita Pallenberg, mystérieuse et redoutablement lucide. Marianne observait ce monde où chacun portait ses blessures comme des médailles. Elle y participait, mais sans jamais s'y sentir chez elle. Les années de gloire avaient une face brillante et une face brûlante. Elle se souvient d'un soir particulier, dans un appartement londonien, lorsque Mick avait joué quelques notes d'une chanson en devenir. « I wrote this thinking of you », lui aurait-il glissé. La chanson deviendrait plus tard un classique, mais elle ne dira jamais lequel. « Je veux garder un morceau de cet homme pour moi », murmure-t-elle aujourd'hui. C'était un de ces moments rares où elle voyait l'homme derrière l'icône, moins sûr de lui, presque tendre, fragile même. Pourtant, cette douceur fragile ne durait jamais longtemps. Rapidement, le tourbillon reprenait. Concerts, interviews, tensions internes, pression extérieure. Leur couple avançait en parallèle d'une révolution culturelle, mais aussi au bord d'un précipice émotionnel. Aujourd'hui, Marianne décrit ces années comme belles, mais enivrantes au point d'être toxiques. Elle dit qu'elle aurait voulu les vivre autrement, moins vite, moins fort, moins haut. Mais personne, et surtout pas eux, n'imaginait alors que cette ascension fulgurante deviendrait l'amorce d'une chute brutale. Parce que derrière le glamour, les flashs et le génie créatif, les premières fissures commençaient déjà à apparaître. Des mots non dits, des silences trop longs, des blessures encore invisibles mais prêtes à éclater. Et c'est là que commence la suite de leur histoire, au moment précis où la gloire cesse d'être une lumière et devient une ombre. Elle raconte que les premières fissures n'ont pas fait de bruit. Elles sont arrivées, comme arrivent souvent les catastrophes intimes, en silence, à travers de petits détails que personne ne remarque, sauf celui qui commence à avoir peur. Marianne disait qu'elle avait senti quelque chose se déplacer, comme si leur histoire n'avançait plus au même rythme. Je marchais et lui courait déjà ailleurs. Au début, elle ne veut pas y croire. Ils étaient encore ce couple symbolique, ces deux visages de la jeunesse anglaise. Pourtant, quelque chose se creusait. Mick devenait plus absent, plus lointain, plus préoccupé par le tumulte permanent des Stones. Il parlait moins, écoutait moins, mais exigeait toujours autant. Elle, au contraire, avait besoin de pause, de souffle, de mots simples qui ne demandaient pas à être réinventés chaque soir. Mais alors, la presse, les rumeurs, les soirées trop longues, les tentations omniprésentes commençaient à peser comme des ombres autour d'eux. La célébrité avait cette façon cruelle de transformer chaque geste en spectacle, chaque silence en hypothèse, chaque absence en blessure. Marianne, encore fragile malgré le charme insolent qu'on lui prêtait, se retrouvait exposée à des regards qui disséquaient tout. « On me jugeait avant même de me connaître », dit-elle. Et Mick, il s'est habitué à cette violence. Moi, je n'ai jamais pu. Ce soir-là, un dîner où tout bascula. Une soirée trop bruyante, trop alcoolisée, trop chargée de tensions invisibles. Mick discutait avec plusieurs personnes, changeait constamment de ton, d'humeur, d'énergie. Marianne, elle, observait silencieuse, cherchant simplement un signe qui lui dirait « Tu n'es pas seul, ici ». Mais ce signe ne vint pas. Pire encore, elle vit son compagnon se rapprocher d'une autre femme avec cette familiarité rapide qu'ont les hommes trop admirés. « J'ai compris que j'étais devenue interchangeable dans son monde », murmure-t-elle. Elle ne le lui dira pas ce soir-là, ni le lendemain, ni les mois qui suivirent, parce que les fissures, à ce stade, étaient encore trop diffuses, trop mêlées à l'amour et à l'habitude. Mais elles étaient là, et elles se multipliaient. Une autre fracture apparut quand la drogue entra plus sérieusement dans leur vie. Pas comme une distraction festive, mais comme une échappatoire. Marianne, déjà vulnérable, s'enfonçait dans une spirale dangereuse. Mick, lui, oscillait entre fascination et distance. Il voulait l'aider, sans vouloir renoncer à ce chaos qui nourrissait aussi son génie créatif. Il croyait pouvoir contrôler l'incendie, dit-elle. Il n'a jamais vu que je brûlais plus vite que lui. Leur rythme de vie devenait insoutenable. Les Stones étaient en pleine tensions internes.
Brian Jones sombrant vers sa propre fin, Keith Richards glissant dans un univers parallèle. Mick, pour ne pas s'effondrer, construisait autour de lui une forteresse d'ironie et de contrôle. Marianne, elle, n'avait aucune forteresse. Elle absorbait tout, les absences, les silences, les colères, les attentes. Pourtant, elle ne voulait pas partir. Elle croyait encore qu'il pouvait se retrouver. Que sous la célébrité, sous la pression, sous les excès, il y avait encore cet homme qui lui jouait des mélodies inédites dans un appartement londonien. Mais cet homme se faisait rare. Et plus il disparaissait, plus elle se sentait devenir une version fantôme d'elle-même. Mais alors, une phrase, un soir, dans une chambre d'hôtel, lui fit comprendre que leur histoire ne tenait plus qu'à un fil. Mick, épuisé par les tournées, irrité par les médias, obsédé par le contrôle de son image, lui lança « Tu deviens un problème !» C'était violent. Pas parce qu'il criait, mais parce qu'il constatait, comme s'il énonçait une vérité logique. Marianne dit que ce soir-là, elle n'a pas pleuré, elle n'avait plus la force. Ce qui se passait entre eux n'était plus un amour qui s'abîme, mais un amour qui se fracture lentement, comme un verre trop fin qu'on tient trop fort. Ni l'un ni l'autre ne voulait l'admettre, mais tout était en train de glisser vers une rupture inévitable. Et dans cette fragilité nouvelle, un événement, un seul, allait faire tout éclater. Un choc, un scandale, une nuit qui deviendrait célèbre, et qui pour elle ne serait jamais qu'une humiliation insurmontable. La fissure allait devenir une fracture, et rien, après cela, ne serait plus jamais comme avant. Elle dit que la rupture ne fut pas un moment, mais un effondrement. Un effondrement qui s'est produit en plusieurs couches, comme si chaque humiliation, chaque silence, chaque excès préparait le terrain pour ce qui allait bientôt la détruire. « Je ne me suis pas brisé d'un coup », murmure Marianne. « J'ai cédé, morceau par morceau. La nuit du scandale, celle qui deviendra un symbole obscène pour la presse et une blessure intime pour elle, n'a jamais été pour Marianne un épisode rock'n'roll. C'était une tragédie. Une arrestation policière, une maison bourgeoise envahie par les flashs, les journalistes affamés, les excès mis en scène, les corps scrutés, les rumeurs inventées. Et au milieu de tout cela, elle. Une jeune femme de 21 ans terrorisée, à moitié vêtue, prise en otage dans un spectacle qu'elle n'avait jamais souhaité jouer. Elle se souvient du moment où elle vit Mick, froid, presque détaché, comme s'il observait la scène de loin. Je l'ai regardé, et je n'ai rien vu dans ses yeux. Rien. Ni soutien, ni colère, ni amour. Seulement une fatigue froide. Cette absence-là, plus que le scandale, la détruisit. La presse se déchaîna. Les gros titres humiliants, les spéculations salaces, les caricatures. Marianne devint une cible publique. Une figure de scandale. Et Mick, pour protéger l'image du groupe, choisit de se distancer. Une distance stratégique, calculée, presque clinique. Je ne lui en veux plus aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai cru mourir de cela, dit-elle. Le silence, surtout, fut insupportable. Pas le silence du monde, celui assourdissant de l'homme qu'elle aimait. Il ne lui parlait plus comme avant. Il ne lui parlait presque plus du tout. Et lorsqu'il parlait, c'était en phrases brèves, prudentes, comme s'il devait gérer une crise plus qu'un amour. On doit réfléchir, c'est trop compliqué maintenant. Les Stones sont au plus fragile, je ne peux pas ajouter autre chose. Elle, déjà instable, s'enfonçait dans une dépression profonde. L'héroïne devint un refuge, un anesthésiant, une façon de faire taire le tumulte intérieur. Elle dit qu'elle n'a jamais vraiment choisi la drogue. C'était plutôt la drogue qui avait choisi le moment où elle n'avait plus la force de lutter. Et Mick, malgré quelques tentatives de la retenir, s'éloigna de plus en plus. Non pas par cruauté, mais par incapacité. Il n'avait pas les outils pour affronter une femme qui coulait. Il était jeune, célèbre, terrifié à l'idée de voir sa carrière menacée et incapable d'offrir autre chose qu'une tendresse intermittente, presque maladroite. Pourtant, lorsqu'elle sombra vraiment, personne n'était là. La rupture ne fut jamais prononcée clairement. Il n'y eut ni conversation finale, ni explication, ni larmes partagées. Simplement un glissement, une absence qui devient une habitude, un amour qui se transforme en vide. Le jour où elle quitta l'appartement, elle dit qu'elle n'emporta presque rien. Quelques vêtements, un carnet, un collier qu'il lui avait offert.
Elle marchait dans Londres comme une silhouette dissoute, sans destination. Je me suis assise sur un trottoir. Et j'ai compris que je n'avais plus rien. Ni lui, ni carrière, ni image, ni avenir. Rien. Le monde pensait qu'elle s'était détruite pour le frisson. La vérité est plus simple, plus cruelle. Elle s'est détruite parce qu'elle était seule. Et parce que la rupture avec Mick Jagger n'a jamais été une rupture. C'était une disparition. Pendant toutes ces années, elle n'a jamais dit la phrase qui la hante encore. Il m'a laissé au moment où je ne pouvais plus être seule. Elle ne lui en tient plus rigueur. Mais elle porte encore l'empreinte de cette absence. Après la crise, il n'y eut pas de réconciliation, pas d'amitié retrouvée. Seulement un silence long, presque historique, entre deux vies qui avaient cessé de se croiser pour ne plus jamais se toucher vraiment. Et quand elle parle de cette période, sa voix ralentit, comme si chaque mot devait être soulevé d'un poids ancien. Parce que la tempête ne s'est pas arrêtée avec la rupture, elle était seulement en train de commencer. Elle dit qu'après la tempête, il n'y a pas eu de retour au calme, pas vraiment. Seulement des ruines à traverser, des gestes à réapprendre, des souffles à reprendre un par un. J'ai dû me reconstruire sans savoir ce que signifiait encore exister, confie Marianne. La rupture avec Mick Jagger n'avait pas été un simple événement sentimental. C'était un séisme qui avait fissuré tout ce qui la rattachait au monde. Et après ce séisme, la descente fut longue, lente et parfois presque fatale. Les années 1970 s'ouvrent pour elle comme une période de survivance, pas de vie. Elle erre de petits appartements en chambre d'hôtel, parfois hébergée par des amis, parfois complètement seule. La dépendance, la dépression, la pauvreté même, un contraste brutal avec les fastes des années Stones, s'installent comme des compagnons silencieux. Elle dit « Je dormais dans la rue, j'étais invisible. Le monde qui m'applaudissait ne me voyait plus. » C'est l'une des phrases les plus dures qu'elle ait jamais prononcées. Marianne porte encore cette époque comme une cicatrice, pas comme une honte. Elle raconte qu'elle vivait dans une sorte de brume, où les souvenirs se mélangeaient, où les jours se répétaient dans une boucle sans sens. Certains biographes évoquent ces années comme la chute spectaculaire de l'icône des 60s. Elle, aujourd'hui, refuse cette formulation. « Je ne suis pas tombée. J'ai été abandonnée. Et j'ai dû apprendre à me relever seule. » Pourtant, au milieu de la noirceur, une lumière discrète apparaît. La musique, sa propre musique. Pas celle des magazines ou des soirées mondaines, mais celle qu'elle écrit seule, dans des états parfois proches du désespoir, mais qui peu à peu lui redonne un souffle. En 1969, l'album Broken English marque un tournant. Une renaissance brutale, sincère, rugueuse. Sa voix, abîmée par les excès et les années de survie, devient son arme. Un critique écrira « Elle chante comme si chaque mot était arraché à la douleur. » Marianne, elle, dit simplement « J'ai chanté pour ne pas mourir. » Cet album devenu culte n'est pas seulement une création artistique, c'est un acte vital. Une preuve qu'elle existe en dehors de l'ombre des Stones, qu'elle peut porter une œuvre qui n'appartient qu'à elle, qu'elle n'est pas seulement un chapitre d'une légende masculine. Petit à petit, elle réapprend à vivre, à se tenir debout, à affronter un monde qui ne l'attendait plus. Elle collabore avec de nouveaux musiciens, reconstruit des liens, retrouve une forme de stabilité. Les années 1980 et 1990 seront une alternance de succès professionnel et de lutte personnelle. Addiction, maladie, solitude. Mais cette fois, elle n'est plus dans la chute, elle est dans la résistance. Un jour, un journaliste lui demande si elle garde de la colère envers Mick Jagger. Elle répond sans hésiter « Non. La colère, c'est ce qui m'a détruite. Le pardon, c'est ce qui m'a sauvée. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. » Sa santé deviendra fragile, surtout après 2000. Mais elle continue d'enregistrer, de monter sur scène, de prêter sa voix à des œuvres puissantes. Cette voix, fatiguée mais unique, devient l'emblème de sa renaissance. Elle représente une femme qui n'a jamais vraiment été vaincue, même lorsqu'elle était au plus bas. Et puis il y a ce moment, presque anecdotique mais essentiel. Une interview où elle affirme, avec une douceur inattendue, qu'elle ne regrette pas tout. « J'ai aimé Mick. J'ai vraiment aimé. Et même si cela m'a détruite, cela m'a aussi formée. Ce n'est pas une justification, ce n'est pas une excuse. C'est une reconnaissance lucide. On ne survit pas à un amour pareil sans en garder quelque chose.
À 78 ans, lorsqu'elle parle de cette période, sa voix n'est plus blessée. Elle est posée, presque sereine, comme si toutes ces tempêtes, tous ces silences, tous ces effondrements avaient fini par lui offrir une vérité que seuls les survivants peuvent atteindre. Elle ne cherche pas à écrire une revanche, elle cherche à dire comment elle s'est reconstruite, comment elle a transformé la douleur en musique, comment elle a transformé la honte en parole, comment elle a transformé la perte en identité. Et surtout, comment, après tout ce qui s'est effondré, elle a trouvé en elle-même ce que Mick n'a jamais pu lui donner. Un centre, une stabilité, une voix. Elle dit que pendant longtemps, elle a gardé sa vérité comme on garde une blessure qui ne doit plus jamais être touchée, non pas pour protéger Mick Jagger, mais pour se protéger elle-même. Je pensais que si je parlais, tout recommencerait à me brûler, confie Marianne. À 78 ans, cependant, quelque chose a changé. Elle n'a plus peur de sa propre mémoire. Elle n'a plus peur des mots. Et c'est dans cette maturité tranquille, presque solennelle, qu'elle accepte enfin de briser le silence. La révélation, elle ne la prononce pas avec colère, mais avec une gravité que seules les femmes ayant survécu à leur propre histoire possèdent. Elle dit « Tout le monde croit que j'ai été détruite par la drogue. Ce n'est pas vrai. Ce qui m'a détruite, c'est l'abandon. » Un silence long. Un silence qui en dit plus que toutes les biographies réunies. Pendant des décennies, le récit public voulait qu'elle soit tombée seule, victime de ses excès ou de ses choix. Une muse perdue, une icône brisée. Elle n'a jamais contesté ses titres, parce qu'elle n'avait pas l'énergie de réécrire la version officielle. Mais aujourd'hui, elle ose dire ce que personne n'a voulu entendre. « Je ne suis pas tombée, on m'a laissé tomber. » Elle parle alors de ce moment précis, longtemps tu, longtemps enfoui. Le moment où elle aurait eu besoin d'un simple geste, d'un mot, d'une présence. Mick était là physiquement, mais absent moralement. Elle, en chute libre, lui, incapable de tendre la main. Ce n'était pas un manque d'amour, dit-elle. C'était un manque de courage. Le sien et le mien. Puis vient la confession la plus difficile. Je croyais que j'étais invincible à ses côtés. Je croyais que l'amour nous protégeait de tout. Mais l'amour ne protège pas de l'indifférence. Elle ferme les yeux en disant cela. Comme si cette phrase, même tant d'années plus tard, restait lourde à porter. La véritable révélation ne concerne pourtant ni la drogue, ni le scandale, ni la rupture. La véritable révélation, c'est ce qu'elle ressentait réellement au cœur de la tourmente. Une vérité intime, presque taboue. Je pensais que je n'avais de valeur que parce qu'il me regardait. Quand il a cessé de me voir, j'ai cessé de me voir moi-même. C'est un aveu d'une vulnérabilité totale. Un aveu qui contredit l'image de femme libre, de muse insolente, de figure rebelle que les médias ont fabriquée autour d'elle. Elle dit « On m'a transformée en symbole. Mais moi, j'étais juste une jeune fille qui cherchait quelqu'un à qui appartenir. » Cette phrase bouleverse, parce qu'elle révèle une réalité longtemps ignorée. Marianne Faithfull n'était pas une héroïne des 60s. Elle était une enfant du vide. Et Mick Jagger, sans le savoir, est devenu le centre fragile autour duquel elle avait organisé toute son existence. Elle ajoute, d'une voix plus basse, « Je l'aimais d'une manière qui n'était pas saine. » Et lui, il n'avait aucune idée du pouvoir qu'il avait sur moi. Puis, elle murmure quelque chose qu'elle n'avait jamais dit publiquement. « Je savais que ça allait mal se terminer. Je le savais. Mais je préférais être détruite à côté de lui que sauvée sans lui. » C'est la phrase la plus brutale, la plus intime, la plus honnête qu'elle ait jamais prononcée. Une phrase qui ne cherche pas l'excuse. Une phrase qui ne cherche pas la revanche. Une phrase qui dit simplement la vérité nue. Elle avait donné à cet amour une part d'elle qu'elle n'a jamais récupérée. Et pourtant, au terme de cette confession, sa voix ne se brise pas. Elle ne tremble pas. Elle est étonnamment calme. Comme si dire enfin ces mots lui rendait quelque chose que les années lui avaient de voler, sa propre version de l'histoire. Parce que la révélation n'est pas une accusation. Ce n'est pas un règlement de compte. C'est une libération. Et lorsqu'elle termine, sa voix n'est plus celle d'une femme blessée, mais celle d'une femme qui, pour la première fois, ne se cache plus derrière son silence. Elle dit qu'avec le temps, tout ce qui faisait mal s'est adouci. Pas effacé, jamais, mais adouci, comme une photographie trop longtemps exposée au soleil. Les contours se floutent, les couleurs s'apaisent, et ce qui reste n'est plus la violence du souvenir, mais la trace d'une vie vécue pleinement, parfois trop pleinement. À 78 ans, Marianne Faithfull n'essaie plus de comprendre ce qui s'est passé. Elle n'analyse plus, elle n'accuse plus, elle ne réécrit plus.
Elle raconte, simplement, calmement, comme quelqu'un qui a enfin accepté que certaines histoires n'ont pas de conclusion nette, pas de cohérence absolue, seulement des chemins sinueux qui nous façonnent malgré nous. Elle dit « Pendant des années, j'ai cru que ma vie avait été détournée. Aujourd'hui, je pense qu'elle a seulement suivi sa route. L'époque où Mick Jagger occupait tout l'espace est révolue. L'amour, la chute, la rupture, le silence, tout cela appartient désormais à un passé qu'elle regarde avec une distance presque tendre. Elle ne renie rien. Elle ne magnifie rien. Elle observe. Comme on regarde à travers une vitre embuée, on devine les formes, on sent les émotions, mais on n'a plus besoin de tout distinguer. Elle dit aussi que l'amour qu'elle a porté à Mick n'était pas une erreur. Ce n'était pas la bonne vie pour moi, mais c'était la bonne émotion, murmure-t-elle. Et dans ce murmure, il n'y a ni regret ni amertume, juste une lucidité profonde, celle que certains n'atteignent qu'en vieillissant. Elle sourit même en évoquant quelques souvenirs, des instants minuscules, presque anodins, mais qui brillent encore. Un rire étouffé dans un studio, une chanson jouée pour elle, une promenade un matin où ils croyaient encore pouvoir être un couple normal. On a eu des moments de vérité. Ce sont ceux-là que je garde. Les années suivantes ont été différentes, plus lentes, plus réfléchies, parfois plus douloureuses aussi. Mais elles ont été à elle. Elle a repris possession de sa voix, de son corps, de son art. Elle a cessé d'être la muse pour devenir l'artiste qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Et même si la maladie, les épreuves et la fatigue ont marqué son visage, sa voix est restée ce fil rugueux et magnifique qui traverse les décennies comme une preuve de survie. Aujourd'hui, lorsque les journalistes lui parlent de son passé, elle répond avec une douceur inattendue. « J'ai beaucoup vécu. J'ai été blessée. Mais j'ai été aimée aussi. Et j'ai créé ce que je devais créer. C'est déjà beaucoup. » Elle ne juge pas Mick Jagger. Elle ne juge pas l'époque. Elle sait que tout le monde faisait comme il pouvait, avec la jeunesse, la célébrité, la peur, le chaos, les excès. Elle sait aussi que certains choix ne peuvent être compris qu'après 40 ans de silence. C'était notre histoire. Pas un conte, pas une légende. Une histoire humaine. Le documentaire touche à sa fin, mais Marianne laisse une dernière pensée, presque comme un souffle. « Je ne veux plus que l'on me voie comme une femme brisée. J'ai été brisée, oui, mais je me suis relevée. Et parfois, se relever vaut plus qu'être resté debout toute sa vie. » Le narrateur s'arrête. La voix off s'efface. Il ne reste plus qu'un silence simple, presque apaisant. La caméra se pose alors sur un objet discret, posé devant elle. Une photo ancienne, pas encadrée, pas mise en avant. Juste une photo, légèrement cornée, où l'on distingue deux silhouettes trop jeunes, trop belles, trop confiantes pour savoir ce qui les attendait. Elle la touche du bout des doigts, puis la laisse là, sans un mot de plus. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.